ce nouveau webinaire du SNUEP FSU. Alors, je suis avec Axel et Séverine, qui sont tous les deux co-secrétaires généraux du SNUEP FSU. Axel va répondre à vos questions et Séverine est en train de les sélectionner. Voilà, donc on va s'interroger à nouveau aujourd'hui sur la réforme de la voie pro. Et alors, bonjour Axel. Bonjour. Je sais qu'il y a des nouveautés pour cette rentrée 2024. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que vont être ces nouveautés ? Alors effectivement, il nous a semblé important de prendre un moment dans cette période forte pour les collègues dans l'établissement, puisqu'on est en train de finaliser les CCF, préparer pour les derniers examens, faire les conseils de classe, les livrets scolaires, etc. De se projeter déjà sur la rentrée 2024, puisqu'il y a des nouveautés. On a réussi quand même par la mobilisation des collègues en grève, par la mobilisation syndicale, à ce que le projet initial du gouvernement et d'Emmanuel Macron d'augmenter de 50% les PFMP pour toutes les classes de Bac Pro et de CAP échoue. Ce ne sera pas le cas à la rentrée. Par contre, le ministère continue et on a bien sur une nouvelle étape de la réforme avec une augmentation de 50% des PFMP en terminale à la rentrée prochaine, avec pour conséquence des nouvelles grilles, 170 heures de cours en moins pour les élèves sur 3 ans, ça veut dire l'équivalent quasiment de 6 semaines de cours. Ça veut dire que si on prend la réforme Blanquer 2019 plus celle-ci, les élèves de lycée pro en Bac Pro auront perdu une demi-année de cours pour se préparer au Bac Pro. On ose imaginer le scandale que ça aurait fait si c'était pour les filières générales et technologiques. Passons. Ce qui fait que c'est aussi pour ça que cette nouvelle grille a été rejetée massivement au Conseil supérieur de l'éducation. Il n'y a eu aucune voix pour cette évolution en ce qui concerne les élèves de Bac Pro. Donc c'est un point d'appui qu'on doit avoir pour continuer à lutter pour obtenir des heures pour les élèves de lycée professionnel, puisque cette réforme, on voit très clairement, en supprimant des heures, elle ne va pas dans l'intérêt des jeunes. Il y a un objectif qui est d'envoyer les élèves en lycée pro. À noter quand même que syndicalement, par la lutte, par nos actions, on a pu obtenir à ce que les dotations horaires globales pour la rentrée restent globalement stables. Ce n'était pas le projet du ministère fin novembre, début décembre. La grève en décembre, les mobilisations des collègues sur le terrain avec les syndicats a permis de maintenir ces moyens et de ne pas affaiblir encore davantage les lycées pro qui ne vont l'être par cette réforme. Donc nouvelle grille, baisse de l'intervention, baisse du shader qui s'appelle plus shader mais projet, remplacement de l'accompagnement personnalisé par du soutien au parcours, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de l'accompagnement disciplinaire mais on a un objectif de faire rentrer les jeunes dans un parcours et de devenir un peu des conseillers en insertion pro sur cette heure-là pendant 3 ans. Et puis, une grande modification avec une nouvelle année de terminale qui va venir bouleverser complètement l'organisation des établissements. Oui, donc une année de terminale qui va être réorganisée. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette réorganisation ? Eh bien, contrairement au lycée général et technologique pour lesquels ils vont reconquérir le mois de mai, nous, on va perdre le mois de juin et le mois de mai à partir de l'année prochaine. Donc les élèves qui rentrent en terminale en septembre vont avoir une année organisée en 2 grandes parties. Une première de septembre à début mai avec 22 semaines de cours et 6 semaines de PFMP, donc plus que 6 alors qu'aujourd'hui c'était 8. Les 6 semaines à répartir selon les volontés de l'établissement. Ça reste le conseil d'administration qui a la main pour décider quand les implanter. Et après c'est 28 semaines, les examens dès la première quinzaine de mai. Examen ponctuel, donc ça veut dire français, lettres, histoire géo, EMC, éco-droit, éco-gestion, et puis pour les disciplines, les filières qui ont des études de cas, l'épreuve ponctuelle qui sera à ce moment-là. Ça veut dire que pour les autres disciplines, professionnelles notamment, mais aussi maths, sciences, arts appliqués, tous les CCF, anglais, lettres vivantes, tous les CCF devront être terminés pour début mai. Alors qu'aujourd'hui, on avait un mois, un peu plus de disponible pour finaliser ça. On a bien une perte de 4 semaines de préparation à l'examen pour les élèves de terminale dès l'année prochaine. Donc c'est vraiment du rabais pour les jeunes et c'est pas du plus. On ne va pas dans l'intérêt des jeunes. Et puis après, cette partie habituelle mais plus courte que d'habitude, on va avoir une nouvelle période qui va être un 6 semaines de parcours différencié pour les élèves au choix. Alors, qu'est-ce que c'est ce parcours différencié ? Alors ce parcours différencié qui sur papier peut apparaître très beau, c'est en fait laisser le choix, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, aux élèves de choisir entre 6 semaines pour se préparer mieux, on va dire, aux poursuites d'études. Alors quand je dis mieux, c'est
le discours du ministère, hein, c'est pas le nôtre quand on voit le contenu, ou alors 6 semaines en entreprise, qu'ils appellent le parcours insertion professionnelle, pour justement aller directement après au travail, mais pas que. Et dans ce parcours poursuite d'études, on pourrait se croire, bah, tant mieux, ça leur fait 6 semaines d'école en plus. Sauf que quand on regarde les contenus qui sont préconisés par la note de service qui est sortie mi-mars, bah, en fait, on voit qu'on enlève aussi de l'école. Alors, bien avoir en tête que, avant peut-être de rentrer dans le détail, l'élève, c'est vraiment l'élève qui choisit son parcours et qui est complètement déconnecté du fait ou non que le jeune ait fait des vœux Parcoursup. C'est-à-dire que le jeune peut très bien avoir une envie de poursuite d'études, mais dire non, moi je veux que sur cette période-là, je considère que c'est le parcours insertion pro, c'est-à-dire aller en entreprise, que je veux faire pour préparer la suite. Et inversement, un jeune qui n'aurait pas fait de vœux Parcoursup peut très bien décider je veux rester au lycée pour préparer autre chose. Et quand je disais tout à l'heure que le parcours poursuite d'études, ce n'est pas forcément plus d'école et du mieux et gagner 6 semaines de cours, c'est vraiment le contenu qui est proposé par le ministère qui nous fait dire ça. C'est parce qu'il propose effectivement du contenu disciplinaire, en partie, et méthodologique, mais un tiers du temps, des 25 heures préconisées, doivent être sur le développement de compétences psychosociales. Et quand on regarde les exemples que nous donne le ministère pour occuper ces 6 semaines de parcours poursuite d'études, c'est d'abord imposer la démarche de projet, l'approche projet, c'est individualiser, c'est-à-dire qu'on devra concevoir des parcours pour chaque élève et non pas de manière globale pour une classe, ainsi de suite. Donc là, on vient toucher complètement à ce qu'on fait, nous, en termes d'enseignement. Il propose des sorties socioculturelles, il propose des visites d'entreprise, il propose même des stages en entreprise, mais qui ne sont pas de la PFMP gratifiée, c'est juste de la visite. Il propose aussi des interventions du supérieur ou des immersions dans le supérieur, alors qu'on sait qu'à ce moment-là, en BTS, par exemple, les étudiants, ils sont soit en stage, soit ils sont en train de passer leurs examens, donc on ne voit pas trop le lien. Mais on n'est pas vraiment sur un cœur qui soit sur du cours et du renforcement disciplinaire. Il y a vraiment une autonomie qui est laissée en plus aux établissements. La note de service préconise une grille horaire, c'est bien une préconisation. On peut choisir, nous, dans les établissements, de ne pas le faire. Surtout dans la préconisation, il propose de faire 5 heures de travail personnel. Travail personnel en autonomie. Nous, on dirait plutôt encadré parce qu'ils préconisent aussi d'aller le faire au CDI ou de le faire encadré par un professeur ou par un AED. Je pense que les professeurs documentalistes ou les AED, à ce moment-là de l'année, ils ont aussi d'autres missions, ou de le faire complètement en autonomie. Et ce travail, sauf que on ne sait pas qui doit le donner réellement, c'est l'équipe pédagogique. Donc je m'en rappelle, si vous n'avez pas la classe en charge ou pas plus que les heures qui sont dans votre emploi du temps, vous n'êtes pas tenu de le faire, mais surtout, pour quel rendu? S'il y a un travail qui est donné, pour nous, en tant qu'enseignants, on veut qu'il y ait un retour et qu'on puisse corriger ce retour et avoir un échange avec les élèves par rapport à ça. Là, rien n'est dit dans la note de service. C'est pour ça qu'on le voit plus comme un occupationnel et non pas comme vraiment un temps où on veut travailler une progression pédagogique avec les jeunes, avec nos élèves et avancer vers plus de cours, mieux de cours. C'est pour ça que ce n'est pas 6 semaines de cours, on a moins de formation pour les jeunes. Ce n'est pas un gain réel, vu qu'à côté, on leur a supprimé 4 semaines de préparation aux examens. Et ce qui nous fait encore plus peur, c'est les intervenants qui sont proposés. Les intervenants, c'est certes les enseignants de l'établissement, qui habituellement avaient la classe, par exemple, mais c'est aussi des professeurs du supérieur qui puissent venir intervenir. C'est des professionnels qui puissent faire des actions de formation, ou des formateurs, ou des associations, ou différentes fondations, comme on peut le voir se développer très fortement, des mentors qui vont venir j'avais. Donc on ne comprend pas trop si l'objectif de ce parcours, c'est effectivement de faire du renforcement pour les préparer mieux à la réussite de poursuite d'études en termes de savoir professionnels techniques, des savoir-faire, des savoirs aussi généraux. Pour nous, c'est ça qu'il faudrait. Sauf qu'on voit bien que tout est mis en œuvre pour qu'il y en ait le moins possible et qu'en fait, on aille plus vers 6 semaines d'externalisation des enseignements et de pousser davantage à faire du conseil en insertion professionnelle plutôt que du renforcement disciplinaire pour les poursuites d'études. Et on ne voit surtout pas comment le réaliser dans ce que je disais tout à l'heure sur l'individualisation au maximum des parcours. On va dire, mais si une majorité d'élèves choisissent là, c'est irréalisable pour les collègues. Quand on va avoir le temps de le préparer, et même si on a un coordinateur qui est préconisé ou plusieurs coordinateurs, professeurs référents pour organiser le tout avec un pacte, on suppose, mais ce n'est pas précisé dans la note de service, je veux dire, on n'a pas une hiérarchie intermédiaire à avoir sur notre dos pour pouvoir y aller. Donc,
pour nous, c'est un danger. C'est aussi un danger en termes de liberté pédagogique, puisqu'on voit bien qu'il y a des choses qui seraient imposées en termes d'approche projet. Et pendant cette période, on rappelle, nous, collègues, enseignants, PLP, on aura encore nos autres classes qui seront présentes dans l'établissement et auxquelles on devra enseigner. On aura des suivis de PFMP à faire quand les élèves seront en stage. On aura des corrections d'examens à faire parce qu'il y aura eu les examens ponctuels. On aura aussi les jurys de candidats libres à continuer pour les CFA non habilités, ce qu'on fait déjà aujourd'hui et donc on devra le continuer. Et puis surtout, on aura toujours le suivi de PFMP à faire pour les autres élèves, c'est-à-dire ceux qui auront choisi le parcours insertion professionnelle. Ah oui, alors, le parcours insertion professionnelle, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est? Alors, le parcours insertion professionnelle, on pourrait le résumer en reprenant les mots de la ministre. C'est un premier job, de l'ex-ministre Carole Grandjean quand elle a présenté. C'est un premier job. Voilà, donc c'est effectivement un parcours, premier job, voire pour les entreprises, elle le préconisait, le voir comme un SAS de pré-recrutement. C'est-à-dire en gros, les entreprises pourront faire supporter le coût du recrutement d'un salarié sur l'école. Et sur le temps de l'école, et en fait, c'est le jeune qui automatiquement donne ce coût-là. Donc, ce sont bien par contre des PFMP complémentaires, c'est quelque chose que syndicalement on a obtenu. Pourquoi? Parce que ça veut dire que statutairement, on est couvert en termes de suivi et en termes de temps de travail pour ce suivi. Par contre, elles sont non certificatives. C'est-à-dire qu'elles ne comptent pas pour l'examen, elles n'ont pas non plus à être faites pour l'examen du tout. Elles ne comptent pas pour cela. Donc l'objectif, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent aller travailler après. Mais quand on regarde la note de service, que dit le ministère, pas que pour ceux qui veulent aller travailler directement après. C'est-à-dire qu'ils préconisent aussi que ce parcours soit choisi par les élèves qui veulent faire un certificat de spécialisation, par les élèves qui veulent aller passer un titre professionnel dans la foulée, par les élèves qui envisagent un CAP en 1 an pour se spécialiser derrière, ou une formation complémentaire d'initiative locale. C'est-à-dire que on est vraiment sur le faux bac plus 1, parce que ce n'est pas un bac plus 1, il ne monte pas en niveau de qualification, c'est un leurre pour les élèves. Ce faux bac plus 1 est considéré aussi comme insertion pro, et non plus comme un temps de formation. Donc on n'est pas sur un retour à un bac pro en 4 ans du tout, on est vraiment sur l'objectif insertion pro. Et il faut bien avoir en tête, parce que ça va jouer fortement dans le choix de nos élèves, on sait ce que c'est, mais cette gratification, la gratification des PFMP, sera aussi valable pour cette période de 6 semaines. C'est-à-dire que nos jeunes qui vont partir 6 semaines sur ce parcours insertion pro, ils pourront aller jusqu'à 600 € de versés, 20 € par jour. Quand on connaît nos élèves, leur famille, 600 €, ça fait un tiers d'un permis de conduire, c'est pas anodin. Donc on voit aussi derrière l'aspect financier qui va les interpeller. On a une préparation individuelle soi-disant à faire, c'est-à-dire que chaque jeune, on devra donner en annexe pédagogique de la convention les compétences qu'il a travaillées, qu'il a réussies, et ce qu'il pourrait travailler dans son entreprise. Alors c'est là où on ne comprend pas trop, parce que, sur l'aspect réalisable pour tous les collègues au mois d'avril, ils auront autre chose à faire que passer leur temps à remplir plein de grilles de compétences pour chaque élève. Et puis 2, quand ça a été présenté par l'ex-ministre Carole Grandjean, qu'aujourd'hui le nouveau haut commissaire à l'enseignement et à la formation professionnelle ne dédie pas, d'ailleurs on n'entend pas communiquer sur l'enseignement pro de ce point de vue-là, c'est que cette période-là peut être complètement déconnectée de la formation du jeune. Si il était en formation, par exemple, mécanicien auto, il peut très bien aller faire ses 6 semaines dans le restaurant de restauration rapide du coin. Il n'y a pas de lien, puisque ça ne compte pas pour la certification. Donc si nos jeunes décident même de se réorienter complètement, il peut aller le décider et d'aller faire complètement autre chose. Donc c'est pour ça que nous, on le voit vraiment comme un premier travail, mais c'est ce que disait aussi la ministre, et non pas comme un temps de formation. Nos élèves perdent vraiment 6 semaines en fait, de formation en choisissant ce parcours insertion pro. Donc je dirais une alerte aussi sur le suivi. La note de service qui a été sortie mi-mars stipule bien qu'il n'y a pas de visite d'évaluation certificative à faire, effectivement, puisque ce n'est pas une PFMP certificative pour le bac pro. Pour autant, c'est une PFMP. Donc on a un suivi de stage à faire, un suivi aussi sur place, parce qu'on a bien, nous, on est responsable de nos élèves. On sait que sur les aspects sécuritaires, sur les aspects accueil, on a aussi ces choses-là à aller vérifier sur place. Et pour autant, la note de service essaye de pousser à ne pas faire ce suivi, à ne le faire que dématérialiser à distance. Pour nous, ce n'est pas satisfaisant. Ça veut dire qu'en gros, l'année scolaire s'arrête vraiment début mai. Or, la note c'est pas possible. Il faut que nous, ça aille jusqu'à fin juin et on a besoin d'école. Alors, pour faire croire que l'année scolaire ne s'arrête pas début mai,
le ministère a eu donc la bonne idée de mettre 2 épreuves certificatives en fin juin. La prévention santé-environnement et l'oral de projet, le nouveau nom du shader, à ce moment-là. Et en plus, ils préconisent de faire revenir les élèves quelques jours avant. Alors, au plus quelques jours, la note de service là-dessus, c'est assez fort en termes de rédaction pour dire dans la mesure du possible, au plus quelques jours. Voilà, vous couperez la poire comme vous voulez, on ne voit pas où se positionner, c'est très compliqué. Puis comment leur imposer de revenir alors qu'ils vont être déconnectés de l'école et des savoirs pendant 1 mois et demi. Donc on va avoir une difficulté à faire vivre ce regroupement et à avoir nos élèves effectivement présents. Voilà, notre crainte, elle est vraiment qu'on ait des échecs de plus en plus forts au bac pro parce que justement les élèves ne seront pas venus aux examens sur cette période-là. Et en plus, le fait de mettre ces examens sur cette période-là, ça crée une inégalité très forte entre ceux qui auront pris le parcours poursuite d'études, qui seront restés plus ou moins, vu ce que j'ai développé avant, sur le fait d'être élève, et ceux qui n'auront pas eu de cours depuis 1 mois et demi, presque 2 mois, en fonction de l'arrêt des cours. À ce moment-là, ça va être très compliqué. Donc, on a vraiment des intérêts importants dans le suivi des jeunes sur ces 2 parcours-là. Et on alerte tout de suite, mais je pense qu'il y aura des questions sur ces éléments, sur les conséquences pour l'organisation des établissements. Là, j'étais très centré sur les élèves, mais on a des conséquences assez fortes pour notre organisation du temps de travail. Et il y a plein de choses à faire dans les établissements d'ici là. Très bien, Axel. Écoute, c'est déjà très clair sur le résumé donc de la réforme. Alors, on va passer à vos questions. Alors, on a une question de Mounia qui est à Lyon. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y aura 2 emplois du temps pour l'année scolaire et des classes qui peuvent changer d'enseignant à partir de mi-mai? Alors, ça peut effectivement dire beaucoup de choses. 2 emplois du temps, oui, c'est effectivement possible. Et d'ailleurs, c'est une préconisation du ministère vis-à-vis des chefs d'établissement, même de leur dire que pour dès septembre, il faudrait qu'il y ait 2 emplois du temps préparés et que quand on arrive en pré-rentrée, on ait 2 emplois du temps, un jusqu'à mi-mai et puis un autre pour la fin de l'année. Ça pose quand même une difficulté, c'est que comment prévoir 2 emplois du temps qu'on ne connaît pas les effectifs qui auront choisi insertion professionnelle ou parcours poursuite d'études. Enfin, je veux dire, on ne peut pas préparer les choses sereinement et avoir une progression pédagogique et avoir une organisation quand on ne connaît pas les effectifs. Enfin, je veux dire, c'est méconnaître complètement l'organisation des établissements et c'est mépriser aussi un peu le travail des collègues dans les établissements. Par contre, une chose importante, et ce que dit la collègue Mounia, c'est effectivement très intéressant, merci, c'est que vous aurez un état de ventilation de service qui sera signé, qui sera validé en début d'année. Il n'a pas à être changé comme ça, arrivé au mois de mai, à vous faire prendre en charge des classes que vous n'avez pas. Sauf à ce qu'elles soient avec votre classe à vous et que vous ayez une liste très précise et que les choses soient cadrées. Nous, on a une position en SMUEP et elle est très claire, c'est de dire qu'on a eu un emploi du temps sur toute la grande première partie de l'année jusqu'à mai. Cet emploi du temps et ces classes suivies doivent perdurer sur mai-juin. C'est nous qui connaissons nos élèves, ce n'est pas le collègue d'à côté, ainsi de suite. Si on veut vraiment une continuité dans les apprentissages, dans la progression pédagogique, il faut garder cet aspect emploi du temps, ces aspects classe et continuer avec les élèves qu'on connaît. C'est nous qui pourrons leur apporter le plus. Alors, une autre question de Laurent. Si nous regardons le calendrier, donc il faudra faire les CCF avant Pâques pour se garder une semaine si besoin pour les rattrapages. Pourrait-on, si besoin, faire le rattrapage durant les 6 semaines de parcours différenciés? Alors, non. C'est-à-dire que, la première réponse, oui, il faudra tout faire avant effectivement les vacances de printemps. Et deuxième question, non. C'est-à-dire que tout devra être fait avant la semaine d'examens terminaux ponctuels qui sont prévus, français, histoire géo, ceux que j'ai cités tout à l'heure. Donc non, il faudra que tous les CCF soient finis. Donc effectivement, ça veut dire avant les vacances de printemps, que la majorité des CCF soient faits et qu'il n'y ait plus que ceux de rattrapage à faire pendant ronde de vacances. Et encore, on ne sait pas trop, puisque quand on regarde certaines zones de vacances, elles vont rentrer de vacances tout début mai. Ça veut aussi dire que pour ces zones-là, on va avoir une inégalité très forte par rapport à l'examen. Donc non, une fois qu'on rentre dans le parcours différencié, tout devra être finalisé avant. Alors, une question de Mélanie qui est à Bordeaux. Comment et quand les jeunes vont-ils choisir le parcours différencié qu'ils vont suivre? C'est normalement un choix qui doit se travailler tout au long de la seconde, de la première et du début de l'année de terminale par la fameuse heure de soutien au parcours que j'évoquais tout à l'heure, qui n'est plus du tout un objectif d'accompagnement personnalisé disciplinaire, ce que nous on porte au niveau SMUEP. On a demandé à ce que ce soit modifié en parcours
au soutien scolaire pour qu'on ait sur une approche disciplinaire. Nos élèves perdent des heures disciplinaires, on a besoin d'heures disciplinaires avec nos élèves de bac pro. Et là, l'objectif de cette heure-là, c'est effectivement de préparer cette période et l'après, avec un angle très fort sur plutôt nous, enseignants, qui devenons des conseillers en insertion professionnelle. C'est très clair sur l'objectif de cette heure-là. Et donc, en terminale, il y aura un dialogue entre l'élève ou sa famille, s'il est mineur, et l'établissement, pour émettre des choix. Et le dernier conseil de classe avant le parcours, donc en gros, se dire qu'on aura un conseil de classe en mars, début avril maintenant, le dernier conseil de classe, il sera à ce moment-là. Donc on perd vraiment du temps avant la fin de l'année scolaire, où le conseil mettra une recommandation. C'est juste une recommandation. Après, c'est l'élève et sa famille qui choisissent ce qu'ils veulent ou pas. La difficulté va être sur effectivement le timing, c'est-à-dire que le chef d'établissement devra donner une date butoir de retour pour avril, ce sera au choix. C'est là aussi où on a l'autonomie d'établissement et où ça va complexifier fortement et à créer des inégalités très fortes. Et une fois cette réponse faite, les familles, l'établissement pourra s'organiser pour le parcours, mais en sachant que si l'élève en cours de route ou la famille souhaite changer de parcours, ils le peuvent, c'est un droit. Voilà. Mais après, on connaît les conséquences pour nous aussi sur les établissements. Alors, Sylvie de Lyon, les élèves vont être payés sur les 6 dernières PFMP. Cela ne va-t-il pas inciter les élèves à choisir cette branche? Comment allons-nous faire un programme avec un mois en moins avec un programme identique? C'est bien toute la difficulté. Et sur l'aspect programme, le ministère essaye d'être très clair sur le fait que ce n'est pas pendant ces 6 semaines-là où on va aller rattraper le retard ou finir les programmes. Ce n'est pas du tout pensé comme ça, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Sauf que voilà, on sait aussi que pour que nos élèves réussissent leurs études supérieures, il faut peut-être qu'on ait fini le programme et qu'on aille jusqu'au bout. Donc effectivement, c'est la quadrature du cercle et c'est ce qu'on dénonce dans cette réforme aussi, c'est-à-dire d'avoir moins de temps pour préparer normalement la même chose aux examens. Et après, sur la gratification, le fait qu'effectivement ce parcours insertion pro soit gratifié, oui, c'est pas anodin. Et c'est volontaire aussi de la part, même si c'est plus une PFMP certificative, mais de continuer à la gratifier, oui, ça risque d'inciter fortement nos jeunes à y aller. Alors que nous, on considère au contraire, on devrait les avoir plus en établissement, et ce qu'on préconise, nous, c'est plutôt d'avoir la même grille horaire, ce que je disais tout à l'heure, sur cette période, et d'avoir un maximum d'élèves sur faire cette poursuite d'études, et d'avoir davantage de savoir-faire, savoir technique, savoir professionnel. Christophe de Toulouse, y aura-t-il des groupes de besoins et qu'est-ce que c'est? Y aura-t-il des groupes de besoins? Alors effectivement, c'est la réforme du CEPRO, ce n'est pas la réforme du choc des savoirs, mais avant la sortie de la réforme du choc des savoirs, dans la grille horaire, la nouvelle grille horaire, donc seconde, première pour la rentrée, on évoque des groupes de besoins. C'est-à-dire qu'en français et mathématiques, on pourra décider de dédoubler plus. Alors, nous, on dit dédoubler en SNUEP parce qu'on considère que travailler en effectif réduit, ça va être plus efficace. Donc on garde ce terme-là et on reste sur ce terme-là et on ne parle pas de groupe de besoins tel que c'est écrit dans l'arrêté. Une différence quand même, c'est que nous, on ne nous demande pas de faire des barrettes. L'arrêté qui définit les grilles horaires de bac pro ne nous demande pas de faire des barrettes comme au collège et de mélanger les classes. Non, on n'en est pas là. Nous, c'est des groupes de besoins et le ministère l'a réaffirmé, c'est des groupes de besoins par classe. Donc c'est au choix du collègue qui a la classe en charge en mathématiques ou de la collègue qui a la classe en charge en français. Et ça doit rester qu'à ce niveau-là. Nous, ce qu'on préconise, par contre, le danger, c'est de ne pas aller prendre ça sur le pacte. On a déjà fait un webinaire sur le pacte et voilà, le SNUEP dénonce sur cette externalisation des heures. On lui demande bien un maintien en DHG. On s'est battu en décembre et en janvier pour que dans la DHG, justement, des moyens soient abondés pour ces fameux groupes de besoins pour augmenter ce temps en groupe. Et gardons-les dans la DHG et utilisons-les pour aller justement faire des groupes à effectif réduit et non pas des groupes de besoins tels que le demande. Très bien. Alors Annie de Créteil, comment vont faire les élèves s'ils ne trouvent pas de stage, sachant qu'il y aura des secondes pro, les premières pro, mais aussi les secondes générales? Il va y avoir du monde sur cette période. Alors oui, très clairement, il va y avoir du monde sur cette période, puisque c'est ce qu'on dit depuis le début. En fait, arrivé au mois de juin, les entreprises vont être l'annexe de l'éducation nationale, puisque si on a effectivement ces difficultés, si l'élève de terminale bac pro n'a pas de stage alors qu'il veut faire ce parcours insertion professionnelle, il reste au lycée et il intègre le parcours poursuite d'études.
Et le jour où il a enfin une convention et qu'il veut partir en stage, là, on le laisse partir. Ce qui quand même, en termes de conséquences pour la vie de l'établissement, est quand même très fort. C'est-à-dire qu'on va avoir des groupes qui vont évoluer au jour le jour. Donc en termes de vie de classe, en termes d'organisation des emplois du temps, c'est quelque chose qui va être intenable. C'est pour ça que ça renforce encore notre détermination à imposer un maintien de l'emploi du temps tel qu'il est sur le reste de l'année pour éviter en fait ces usines à gaz qui nous empêcheront aussi nous de travailler et de se projeter en termes de préparation pédagogique et de cours efficaces. Question de Alain, les élèves pourront-ils changer de parcours en cours de route? Oui, c'est réversible. Voilà, même si la volonté du ministère, c'est de l'éviter au maximum, la note de service va dans ce sens pour essayer de cylindrer les choses. Mais on l'a bien vu, de toute façon, s'il n'a pas de convention, il ne peut pas aller dans le parcours insertion pro, il est obligé de rester temporairement dans le parcours poursuite d'études. Et l'inverse est aussi possible, une rupture derrière ou un arrêt du stage, l'élève revient au lycée, ils sont encore sous notre responsabilité, ils sont inscrits au lycée. Donc contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, oui, c'est réversible. Alors, ah oui, Céline de Limoges, comment les élèves apprentis mixés seront-ils gérés? Comme d'habitude, c'est-à-dire au cas par cas. Et voilà, on voit bien qu'on bascule sur. Ça reste des apprentis, ils sont salariés, ils continuent sur leur emploi du temps habituel et puis ils seront en entreprise à ce moment-là. Ça demande pour les établissements qui font effectivement ce mixage du public, scolaire apprentis dans la même classe, de peut-être repenser le calendrier du temps à l'école pour ces apprentis. Ça vient percuter effectivement à nouveau l'organisation et cette période pour les jeunes. Ça va éloigner encore plus les apprentis de l'école de fait et de la formation. Mais voilà, nous, c'est pour ça qu'on reste attaché à une formation scolaire jusqu'à 18 ans. Et c'est ce qu'on préconise vraiment en termes de qualité de formation et de suivi. Christine à Clermont-Ferrand, l'idée est-elle de dispatcher sur la fin d'année certains profs inoccupés parce que nous risquons d'avoir peu d'élèves en remplacement éventuel dans les collèges où les profs manquent? Alors, très bonne question, ça pourrait effectivement être allé suppléer. Alors, je rappelle quand même que statutairement, aller enseigner en collège pour un PLP, ça reste du volontariat. C'est une possibilité offerte, mais ça reste du volontariat. Donc, si on ne veut pas aller enseigner en collège, on n'y va pas. Après, je serais plutôt sur le principe où, sur cette période-là, et ça, c'était le discours de l'ex-cabinet, du cabinet de l'ex-ministre Carole Grandjean, c'était de dire oui, mais vous nous dites régulièrement que les PLP sont pris par les candidats libres, par aller faire passer les examens pour les candidats libres sur le mois de mai-juin. Et bien justement, à ce moment-là, vu que vous aurez moins d'élèves, les PLP seront davantage disponibles pour aller quoi? Pour aller évaluer des apprentis dans des CFA qui ne veulent pas être habilités CCF, c'est-à-dire pour aller faire fonctionner davantage un système du marché, de la formation, apprentis, très discriminant, etc. Donc l'objectif premier, il est là. Mais il n'a pas été pensé au départ par rapport au PLP. C'est-à-dire les conséquences pour les PLP, ils essayent de les trouver. Et l'objectif premier, il est bien de mettre les élèves davantage sur une insertion pro, sur les pousser à aller davantage sur le travail. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure sur les mots même de la ministre quand elle a présenté la réforme. Donc non, par contre, nous, l'inquiétude qu'on a, c'est qu'on a quand même beaucoup de choses. Il faut se rappeler que sur mai jusqu'à début juin, on aura encore nos élèves des autres classes, des secondes, des premières, des CAP. Donc on aura toujours les autres cours. On ne sera libéré qu'une partie de nos terminales et encore qu'une petite partie, puisque certains resteront pour le parcours poursuite d'études. Et même nous, ce qu'on préconise, c'est qu'on puisse avoir nos élèves et puis essayer de finir leur formation malgré le fait qu'on nous a enlevé des heures. Donc on ne voit pas trop nous envoyer sur d'autres établissements. Par contre, une grosse difficulté effectivement en termes d'organisation pour nous. Pascal, dans certains conseils d'enseignement, les heures de soutien de parcours semblent être des variables d'ajustement pour compléter des emplois du temps. Ces heures sont-elles plus destinées aux professeurs de matière pro ou est-ce que c'est indifférent? Alors si on devait écouter la philosophie du ministère et autres, on va dire que ça peut être plus discipline pro, mais pas obligatoirement, puisque leur objectif c'est de faire aussi intervenir des associations, de faire intervenir des mentors, d'utiliser 7 heures et 7h30 même en terminale pour le dispositif Avenir Pro, c'est-à-dire l'intervention de France Travail sur les besoins de l'économie locale pour qu'ils aillent rapidement travailler
plutôt que poursuivre des études. Donc si on les suit, oui, ce serait davantage professionnel. Maintenant, je rappelle, ça relève de l'autonomie de l'établissement. L'arrêté qui met en place ces horaires n'écrit pas que c'est l'enseignant de discipline professionnelle qui doit absolument faire ses heures, comme c'était le cas pour l'AP jusqu'à maintenant. Donc ça reste un choix local d'attribuer ces heures. Et nous, ce que je disais tout à l'heure, au niveau du SNUEP, on considère que ça doit être avant tout du soutien, vu que cette heure n'est pas redonnée aux disciplines, ça doit être de l'accompagnement disciplinaire, du renforcement disciplinaire et donc aux disciplines. Ça peut être sur une année du français, sur une autre des mathématiques, de la langue vivante et du professionnel aussi, parce que je rappelle qu'en 2 réformes, les collègues de discipline pro ont aussi perdu des heures à l'atelier. Et ça, c'est pas anodin. Alors, question de Véronique. Quelles disciplines sont concernées par le parcours poursuite d'études? Alors, toutes, sauf pour le ministère, il en a sorti 2. La PSE, avec l'argument de dire que vu qu'il y a un examen à la fin et que ceux qui seront en entreprise ne seront pas préparés à la PSE, on ne donne plus d'heures de PSE. Et l'art appliqué. Alors pourquoi on ne sait pas, le ministère a été incapable de nous le dire, mais l'art appliqué considère qu'ils n'ont plus à faire sur cette période-là. Donc ça nous interroge, surtout que les collègues d'art appliqué auront déjà fini leur CCF sur cette période-là. Donc voilà. Attention, ce n'est qu'une grille indicative qui est mise dans la note de service. C'est-à-dire que l'arrêté qui définit les horaires de bac pro ne donne aucune grille pour la période du parcours différencié. C'est vraiment la note de service qui en préconise une. C'est une préconisation, ils le disent très clairement. Donc c'est pour ça que nous, en tant que SNUEP, notre position est de dire mais on peut maintenir les heures disciplinaires comme elles étaient faites tout le reste de l'année. On peut maintenir les emplois du temps et au contraire, c'est un plus pour les élèves, un plus en termes d'accompagnement et de continuité pédagogique et de progression pédagogique pour nos jeunes. Donc on peut s'arrêter là et le CA, le conseil d'administration et en amont le conseil pédagogique de l'établissement peuvent très bien choisir d'avoir cette organisation-là. Ça relève de l'autonomie de l'établissement en termes d'organisation horaire puisque l'arrêté dit juste qu'il faut 30 heures. Voilà, et ok, mettons 30 heures, à la limite, vu qu'il y avait 1 heure de projet, on peut l'enlever, ou il y avait 1h30 de soutien au parcours, celle-là peut être enlevée, et puis on peut faire les 30 heures, on peut même remettre 1 heure de PS par exemple, puisque les camarades du SNEP proposent 4 heures de PS, c'est pas que 3. Donc voilà, il y a des choses à faire, tout en restant dans le cadre et en maintenant les horaires pour les élèves, afin d'arriver à ce que nous on veut, l'objectif d'une formation la plus complète possible, la plus globale au métier, par l'intermédiaire de toutes les disciplines. Évidemment. Alors, une question de Philippe. Non, Patrick d'abord. Patrick, excusez-moi. Un élève de terminale ayant choisi le parcours insertion professionnelle peut-il effectuer sa PFMP dans un secteur d'activité n'ayant pas de lien avec la formation suivie? Alors, rien n'interdit. Ce n'est pas ce que le ministère veut dans sa démarche, ou ce qui peut être préconisé dans la note de service, mais oui, il le peut. Il n'y a rien qui l'interdit, puisque ça reste une PFMP complémentaire qui ne compte pas pour la certification. On sait déjà en plus qu'aujourd'hui, avec la difficulté parfois à trouver des lieux de stage, y compris pour les PFMP qui comptent pour la certification, on va accepter des lieux de stage un peu connexes et pas qui sont directement dans le métier. Là, pour cette période-là, oui, ils peuvent, ce que je disais tout à l'heure, choisir un autre domaine et changer complètement par rapport à leur orientation et à ce qu'ils veulent faire derrière. D'accord. Alors, cette fois-ci, c'est Philippe. Donc, les 6 semaines du mois de juin, est-ce que c'est une PFMP? J'ai cru comprendre que non. Donc, pas de suivi. Autre point, les 6 semaines peuvent être revues à la baisse à la demande du CA, voire fractionnables? Alors, je vais devoir répondre à la première question. Donc, qui était sur… C'était les 6 semaines du mois de juin, est-ce que c'est une PFMP? Oui. Alors, réglementairement, c'est une PFMP. C'est-à-dire que ce n'était pas présenté comme ça au départ par le ministère dans le projet de texte. Donc ça, c'est syndicalement on a obtenu à ce que ça s'appelle bien une PFMP, mais complémentaire. C'est-à-dire qu'elle vient en complément et ce n'est pas une PFMP qui sert pour la certification. Donc oui, c'est une PFMP. Pourquoi on s'est attelé à ça, à ce que ce soit vraiment appelé comme une PFMP? C'est pour que derrière, nous, PLP, quand on va aller faire le suivi de ces éléments-là, quand on va aller suivre un élève, on a un temps de travail qui est comptabilisé. C'est notre statut, notre décret statutaire qui le détermine. C'est 2 heures par semaine dans la limite de 3 semaines par élève suivi. Ça veut dire que quand on va accompagner ces jeunes sur ce parcours-là, notre temps de travail est décompté. Et on ne peut pas nous faire n'importe quoi, comme certains à un moment voulaient, et qu'on soit effectivement, comme c'était évoqué tout à l'heure, disponible pour aller faire complètement autre chose et nous occuper, nous imposer d'autres missions. Non, c'est pour ça qu'on tenait à ce que ce soit une
PFMP. Et après, j'ai oublié la deuxième partie de la question, je m'excuse. Et la deuxième partie de la question, autre point, les 6 semaines, les 6 semaines peuvent être revues à la baisse à la demande du CA? Alors, ça peut être un choix local, effectivement, puisqu'il y a une autonomie, de travailler sur un projet pédagogique et de dire bah non, c'est pas 6 semaines, c'est moins. Moi, je dirais déjà que quand on regarde la note de service, c'est plus 6 semaines. On descend à 5 semaines, puisqu'ils ont compris que ça ne rentrait pas dans le calendrier. On l'avait dit dès le début, nous, mais bon, il manquait une semaine. Bon, bah donc, en fait, dans les faits, quand les élèves vont revenir pour passer l'examen de PSE et l'oral de projet, dans la mesure du possible, les quelques jours de préparation, comme c'est bien noté dans la note de service, on va réduire à quasiment entre 5 et 6 semaines, mais quasiment 5 semaines seulement ce parcours-là pour les jeunes. Donc après, si localement, il y a un choix d'établissement de dire bah, nous, on organise par exemple une semaine où il y a un renforcement dans telle discipline ou un renforcement en langue vivante qui doit être pour tout le monde, et ben, on le vote et dans ce cas, on réduit à 4 semaines. C'est un choix, autonomie de l'établissement à le faire. C'est pour ça qu'on insiste sur que par rapport à cette réforme et par rapport à ce qu'ils veulent en faire, on a eu des victoires, des avancées par la lutte nationale, collective des syndicats et autres sur le maintien des heures, sur le fait qu'il n'y ait pas autant de semaines de PFMP que ce qu'ils souhaitaient au départ. Et on a aussi une action locale qui est possible avec le syndicat et collectivement pour justement imposer autre chose que ce que voudrait la direction. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Alors, de Théo. Théog. Oui, peut-être. Donc, les périodes de PFMP faites dans le cadre du parcours insertion pro seront-elles sujettes à une indemnité comme c'est déjà le cas pour les autres PFMP? Alors oui, je le disais tout à l'heure, elles sont éligibles à la gratification. Et c'est bien reprécisé dans la note de service, mais ils n'avaient pas le choix, puisque c'est dans le décret originel concernant la gratification. Donc ces 6 semaines, c'est gratifié aussi, vu que c'est pendant l'année terminale, c'est 20 € par jour de PFMP, donc il y aura aussi attestation à faire. Et pour les collègues et les établissements, et c'est là où ça rajoute du travail, c'est qu'en fin de PFMP, on aura cette validation à faire pour qu'ils puissent avoir ce paiement, malgré les retards qu'il y a de paiement aujourd'hui qui tendent à se résorber, mais il y aura ce travail-là, et oui, il y aura la gratification, avec en plus, si les élèves font leur PFMP complémentaire du parcours pendant 6 semaines dans la même entreprise que les 6 autres semaines de PFMP faites, celle-ci obligatoire avant les examens, en plus, l'entreprise devra verser elle-même une gratification. Donc les élèves auront la gratification de l'entreprise et la gratification de l'État, puisque je rappelle que c'est l'État qui verse ces gratifications de 20 € par jour. Sylvie de Grenoble, les élèves vont être payés sur les 6 dernières PFMP. Cela ne va-t-il pas les inciter à choisir ce parcours pro plutôt que les cours? Deuxième question, comment allons-nous faire un programme avec un mois en moins et un programme identique? Oui, c'est ce qui ressortait effectivement tout à l'heure. Oui. Ah oui, on a déjà eu cette question de Sylvie de Grenoble. Mince. Je m'excuse. Bon, c'est parce qu'elle était importante. Mais oui, comme je disais tout à l'heure, le programme ne sera pas faisable. Le programme n'est pas faisable et on va avoir cette difficulté où on sait que les jeunes risquent de vouloir aller davantage en entreprise. Alors celle-là, c'est la bonne, je pense. Céline de Limoges. Qui fera les visites en stage en juin si tout le monde a cours? Bonne question. Ah bah, c'est bien la difficulté, effectivement. C'est qu'on se retrouve avec la quadrature du cercle et avec on va être sous pression, nous, enseignants, de ce point de vue-là, et une tension assez forte et qui relève même des risques psychosociaux. Puisque nous, PLP, on est tenu de faire le suivi de PFMP. Ce sont des PFMP, des périodes de formation. On est tenu de le faire. Donc ça veut dire que, par contre, chaque élève suivi, si notre emploi du temps reste le même et qu'on assure les cours comme on le fait habituellement avec toutes les classes, y compris nos terminales qui sont restées dans l'établissement, et ben, chaque suivi d'élève, ce sera 6 heures supplémentaires qui devront être payées. Maintenant, on sait que ça va être difficile à faire, à suivre. Peut-être que la période de fin juin sera plus simple puisqu'on aura une partie de nos élèves qui seront en stage, ceux de seconde, ceux de première, ceux de CAP également. Donc oui, ce sera à ce moment-là qu'il y aura. Donc c'est pour ça que nous, on voit bien toutes les questions qui sont posées et ça relève aussi derrière et notre temps de travail et notre organisation. Donc il y aura vraiment à essayer de maintenir un collectif et à ne pas se laisser imposer des choses. On a une obligation de service qui est de 18 heures par semaine ou plus si dans notre ventilation de service on a des heures supplémentaires. Et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir agir. Je reste sur mon obligation de service
Et si tout le reste de l'année, vous n'avez pas eu telle ou telle classe, on n'a pas à vous l'imposer. Est-ce qu'on a encore des questions ou est-ce qu'on passe au deuxième thème? Il y a encore une question. Alors, c'est Julien de Créteil. Combien de semaines de PFMP seront obligatoires pour valider le bac pro? Ah, très bonne question, parce qu'on a moins de semaines pour se préparer au bac pro. On a eu une modification de l'arrêté qui effectivement vient imposer de 16 à 20 semaines en fonction des sections qui seront obligatoires pour l'examen. Donc on est vraiment sur ce minimum de 16, mais qui après peut être revu, mais on ne peut pas descendre en dessous. Et attention, les PFMP certificatifs sont à faire absolument avant les épreuves ponctuelles terminales prévues en mai. On ne peut pas se dire, mais c'est pas grave, il lui manque 2 semaines, il pourra les faire au mois de juin. Non, on a basculé sur complètement autre chose. C'est pour ça que le ministère aura beau dire l'année scolaire continue jusqu'au début juillet. Non, on voit bien que l'année scolaire pour nos terminales bac pro, elle s'arrête début mai quand on bascule sur les épreuves ponctuelles terminales. Donc là-dessus, c'est une vigilance et on va continuer. On verra bien l'année prochaine, mais on va continuer de toute façon à agir pour que cette période-là puisse sauter et qu'on redonne des heures de cours à nos élèves. Cécile, allez, une dernière. Mais il y a actuellement un décret qui plafonne les indemnités en terminale à 800 €. Donc, ça ne correspond pas à 12 semaines indemnisées. Non, le décret ne plafonne pas à ce niveau-là. On est vraiment sur 1 200 €, on est vraiment sur 12 semaines. Le plafonnement pour la terminale. C'est-à-dire qu'avant même de mettre en place cette réforme pour le parcours différencié, avant même que ce soit dévoilé, le décret et l'arrêté qui ont défini la gratification pour les élèves de lycée pro prévoyaient 12 semaines en terminale, puisque c'était augmenté de 50% le nombre de semaines de stage. Mais comme il prévoit aussi une gratification pour les élèves qui ont fini leur année de terminale et qui peuvent revenir de septembre à décembre dans les établissements, faire des semaines de stage pour aller s'insérer, eux aussi ont droit à la gratification. Je vois qu'il y a encore une question de Armel de Grenoble, donc on va quand même la poser. Alors, est-ce que le SNU pourrait s'insérer dans ces 6 semaines? Alors le SNU, normalement, est destiné aux élèves de seconde pro. Là, on est arrivé au terminal pro, donc voilà, ce sera déjà passé. Et ça irait complètement... Alors, déjà, nous, sur le SNU, on est contre et donc on ne veut pas qu'il se mette en place, mais ça irait en plus complètement à l'encontre de la philosophie de cet élément. Donc non, le SNU ne pourra pas se mettre en place sur cette période de parcours différencié. Maxime, ça ne s'arrête pas. Hein. Les personnels de direction auront jusqu'à quelle date pour nous donner notre second EDT pour juin? Alors, les personnels de direction, déjà, c'est bien eux qui auront la main pour fixer la date limite de choix des élèves. C'est-à-dire la date où on va arrêter et faire une photographie sur combien vont en poursuite d'études, en parcours poursuite d'études et combien vont en parcours insertion pro. Ça reste une photo à un instant T, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est réversible, ça peut bouger. Sur l'emploi du temps, il faut bien avoir en tête que on peut changer les emplois du temps de semaine en semaine. L'emploi du temps, ce n'est pas ce qui va définir votre service, ça va définir votre organisation personnelle et professionnelle derrière, mais le chef d'établissement pourra bien décider de semaine en semaine de changer l'emploi du temps. Ce qui n'est pas du tout pertinent aussi bien pour les collègues que pour les enseignants et que pour les élèves, pardon, vous en conviendrez. La préconisation du ministère, c'est de dire dès le mois de septembre d'avoir donné les 2 emplois du temps. Bon, ils ont déjà du mal à faire un emploi du temps, donc en plus en faire 2 sans connaître exactement le nombre d'élèves, le nombre de groupes, ainsi de suite. On se demande comment, si ce n'est faire quelque chose qui sera de toute façon à refaire, mais avec le ministère, on a l'habitude de défaire, refaire et refaire. Donc ça va être au choix du chef d'établissement, il n'y a pas de texte qui le préconise. Nous, ce qu'on dit très clairement, c'est maintien de l'emploi du temps du reste de l'année. Je pense que je l'ai répété suffisamment et donc c'est ce qu'on porte. La seule chose qu'on sait, c'est que le ministère a préconisé de la part des chefs d'établissement de ne pas venir changer, modifier les demi-journées où tout le reste de l'année, les enseignants n'avaient pas cours. Voilà, par rapport à l'organisation personnelle et l'organisation professionnelle globale. Mais c'est la seule chose. Après, les chefs d'établissement restent libres de ce qu'ils veulent mettre en place. C'est pour ça qu'il y a intérêt à agir collectivement et à anticiper les choses dans les établissements pour éviter des changements intempestifs d'emploi du temps au jour le jour, voire 1 heure juste avant l'heure de cours. Alors encore une question, on voit que c'est un sujet qui intéresse les PLP.
Donc Éric de Nice. Alors si en mai, des classes ont une majorité d'élèves qui partent en parcours insertion, ne risque-t-on pas, malgré notre revendication de conserver les EDT liés aux états de service, d'avoir une pression pour regrouper des classes dont les élèves vont souvent changer et leur nombre aussi? Ne risque-t-on pas de nous demander de faire du travail d'insertion ou autre surveillance ou travail administratif pour compléter les heures de face-à-face non effectuées? Alors, effectivement, les risques est grand. Qu'on vous demande, qu'on vous impose ou qu'on vous dise vous nous devez des heures, ainsi de suite. Déjà, vous ne devez pas des heures au chef, d'accord, pas des heures d'administration et autres. Vous avez un état de ventilation de service dans lequel vous avez vos classes en charge et ça reste un maxima de service. Le sous-service n'existe pas. Voilà, notre statut, c'est bien un maxima de service hebdomadaire qu'on a à faire. Donc ça veut dire que, vous avez vos classes en charge. Si on veut rassembler 2 classes et autres, vous pouvez très bien proposer de la co-intervention ou du co-enseignement. C'est-à-dire, mon collègue de maths vient avec moi, puis on va faire ensemble les mathématiques, ou le collègue à l'atelier, même chose, on va faire ensemble. Donc ça, ce sont des possibilités. Vous restez enseignant. Si c'est de la formation continue des adultes qu'on veut vous faire faire, ça reste sur la base du volontariat. Si c'est aller prendre une autre classe que vous n'avez pas le reste de l'année, c'est sur la base du volontariat et c'est payé en heures supplémentaires parce que vous devez. C'est bien un maximum de services que vous avez et qui doit se baser sur les classes dont vous avez la responsabilité. Attention, un jeune que vous accueillez dans votre classe, vous devez en avoir la responsabilité, c'est-à-dire qu'il doit être sur vos listes. Si vous arrivez en classe, on vous dit vous prenez telle et telle classe, mais que vous n'avez que les élèves de votre classe sur la fiche d'appel, les autres, vous n'allez pas à les prendre, vous n'en êtes pas responsable, vous ne les avez pas sur votre fiche d'appel. Et c'est là-dessus où je pense que si d'un côté, ils veulent être pointilleux avec nous, soi-disant, ou faire croire qu'on ne travaille pas, parce que si effectivement une majorité d'élèves sont en insertion pro, on aura à les suivre, on aura ce suivi-là à faire. Et puis sur ces semaines-là, on risque aussi de toute façon d'être convoqué, comme je disais tout à l'heure, pour d'autres tâches sur cette période. Donc arrêtons de faire croire que parce qu'on est PLP et que les élèves sont en stage, on ne fait rien. Si c'était le cas, je pense que ça ferait longtemps qu'on n'aurait pas de problème pour trouver des enseignants à venir enseigner en lycée pro et qu'on ne se retrouverait pas comme la rentrée dernière à manquer en moyenne 2 enseignants en lycée pro par établissement. Donc non, on ne peut pas vous imposer tout et n'importe quoi. Si on vous propose d'aller faire du jury d'examen, c'est aussi sur la base, pas le jury, mais du secrétariat d'examen ou autre, c'est sur convocation. Et il faut que, d'ailleurs, en termes de temps de service, les choses soient respectées. Le conseil, très fortement, c'est vous avez la moindre question, c'est nous contacter. Contacter les camarades dans les sections académiques, les représentants locaux du SNUEP, même s'ils n'ont pas la réponse tout de suite, ils reviendront vers la section académique ou vers le national et on apportera une réponse. Sabine Delille, parmi les 6 semaines de PFMP, certaines peuvent-elles être faites à l'étranger? Oui, la PFMP à l'étranger est possible. Après, il faut la préparer et effectivement s'assurer aussi que les moyens seront disponibles pour faire ce suivi de PFMP et pas laisser le jeune tout seul à l'étranger. Donc, c'est complètement possible. Après, en ayant bien en tête que cette PFMP est plus vue comme un premier job et pas comme une période de formation. Bon, très bien. Je crois que là, on est bon sur les questions. On va pouvoir passer à notre deuxième thème. Donc, la prépa seconde. Le SNUEP FSU appelle à manifester le 25 mai, c'est ça, je crois, oui. Contre la réforme du choc des savoirs, qui organise le tri sélectif des élèves. Alors, pourquoi est-ce que le SNUEP FSU appelle à manifester et en quoi le choc des savoirs, ça peut concerner le lycée pro? Alors ça peut concerner le lycée pro parce que une question était posée, il y avait la notion de groupe de besoins, même si de fait ce n'est pas ces groupes de besoins de collège qu'on veut nous imposer. Donc c'est pour ça qu'on dit nous, groupe de besoins en lycée pro, on évacue et on fait des groupes à effectifs réduits. Mais il y a surtout une mesure emblématique du choc des savoirs sur laquelle l'ex-ministre de l'Éducation nationale, qui maintenant est Premier ministre, a communiqué fortement, c'est la création des classes de prépa seconde. C'est-à-dire ça va venir bouleverser complètement, possiblement, l'organisation de nos établissements, ces classes de prépa seconde. Et c'est pour ça que dès samedi, mais pas que, on est aussi mobilisé localement en fonction de ce qui se passe contre ce choc des savoirs qui va venir nous percuter. Alors peut-être pour commencer à présenter cette prépa seconde, pour comprendre pourquoi on s'y oppose et pourquoi on n'en veut pas de cette classe.
D'abord, peut-être pour qui? Ah Qui oui, ça pour qui s'adresse? À qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux élèves qui seront affectés en seconde professionnelle ou générale et technologique et qui, en juillet, n'auront pas obtenu leur DNB, en juillet de la même année. Et j'insiste bien, c'est que pour les élèves de seconde. Ce n'est pas pour les élèves qui seront affectés en CAP, en CAP, et ce n'est pas non plus pour les jeunes qui seront partis en apprentissage. On vise très clairement que les élèves de seconde, GT ou professionnels. Alors rentrée 2024, ce sera que sur la base du volontariat. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le temps de le mettre en place. Donc ce seront des classes pilotes, une par département, et là ce seront aux familles de dire si oui ou non ils vont sur cette prépa seconde. Par contre, l'objectif, c'est bien de généraliser à la rentrée 2025. Et ça veut dire que rentrée 2025, tous les jeunes qui ne seraient pas affectés, enfin qui seraient affectés en seconde pro ou GT et qui n'auront pas eu leur DNB cette année-là, puisque c'est ceux qui le passent cette année-là, et ben ils seront automatiquement en prépa seconde. Donc on est vraiment sur un objectif, quand on voit que ça ne concernera pas les élèves de CAP ni les apprentis, de trier les élèves, très clairement, et d'évincer certains jeunes de l'école, soit pour les pousser à aller en apprentissage, soit plutôt que préparer un bac, qu'ils aillent en CAP, qu'ils y passent qu'aux 2 ans et donc de les déqualifier. On voit vraiment cet objectif sur cette prépa seconde très clair, tel que c'est présenté pour le public. Oui, parce que du coup, c'est pas un redoublement, c'est ça? Non. Si le brevet est raté, on ne redouble pas, on va dans une classe entre deux, c'est ça? C'est ça, on va dans cette prépa seconde qui sera dans l'établissement d'affectation de l'élève en seconde ou dans un établissement proche. Et on va rester, mais on va avoir moins d'heures qu'en troisième. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un redoublement, on aura moins d'heures, on n'aura que 20 heures de cours. Alors qu'en troisième, vous en avez 6 de plus. Vous aurez moins d'heures de cours qu'en seconde générale et technologique ou qu'en seconde professionnelle. Donc ce n'est pas effectivement un redoublement. Et en plus de ces 20 heures de consolidation niveau cycle 4, c'est ce qui est demandé, il y aura 7 heures au choix de l'établissement. Donc on rajoute une étape dans l'inégalité et dans le tri. Soit de méthodologie, travailler la méthodologie, davantage pour les élèves qui iraient en seconde générale et technologique, soit pour travailler l'orientation et le parcours qui va arriver derrière, c'est-à-dire en gros pour les élèves, et c'est marqué très clairement dans la note de service, dans l'objectif, pour les élèves de seconde pro, ce serait aller faire des visites d'entreprise, voir des mini-stages, des stages en entreprise, pour confirmer l'orientation ou pour l'infirmer et aller vers autre chose. On voit bien là l'objectif, comme la réforme du lycée pro, de trier, de changer le rôle des enseignants là et d'aller sur du conseil en insertion pro directement pour dire aux jeunes, bah, tu vois, non, va surtout pas en bac pro, voire en GT, et va plutôt en CAP, voire en apprentissage, puisqu'il faut absolument augmenter le nombre d'apprentis au niveau bac pro. Donc voilà pour ces élèves. Et en plus, ce qui nous dérange fortement, c'est le contenu, c'est-à-dire qu'on est sur la démarche projet. Donc là, on a encore une atteinte à la liberté pédagogique. On rappelle, si les enseignants veulent faire autre chose, ils ont le droit. On peut faire de la démarche projet, mais on peut aussi utiliser d'autres moyens pédagogiques et faire de la démarche projet que sur une partie des cours et pas sur tous. Donc ça reste du choix de l'établissement. Donc on voit bien qu'avec cette année-là, il y a une économie de moyens qui est visée, très clairement. On trie les élèves et en même temps, on fait une économie de moyens. On risque d'augmenter fortement le décrochage scolaire. Parce qu'il faut bien comprendre que les élèves seront dans le même établissement et ils vont voir à côté les copains faire la seconde pro qu'ils avaient choisi, aller à l'atelier, commencer les approches disciplinaires et autres. Et puis eux, non, devront les regarder faire et ne pas faire ce pourquoi ils s'étaient inscrits et affectés dans cet établissement. Donc grand danger en ce qui concerne cette classe. Et est-ce qu'ils devront repasser le brevet? Ah bah non, c'est là où en plus l'intox est quand même très forte et que le coup de com' d'Attal peut être fort. C'est-à-dire que même si à la fin de cette année-là, ils n'ont pas d'obligation de repasser le DNB, déjà, et même s'ils le repassent et qu'ils ne l'ont pas, et bah de fait, ils auront toujours leur place dans la seconde qu'ils avaient obtenue l'année précédente. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de créer comme l'ancien certificat d'études, un certificat pour être autorisé à aller au lycée. Non. Là, on crée juste une année supplémentaire, un SAS, une année d'attente, pour des jeunes avec qui on a davantage besoin d'être avec eux dans un changement, dans l'accompagnement disciplinaire, d'avoir des moyens plutôt en seconde pro, justement en première année CAP ou en seconde GT pour pouvoir dédoubler, pouvoir avoir du temps avec nos jeunes et les remettre en harmonie. Pas du tout. Il aura sa place automatiquement, DNB, pas DNB, dans la classe qu'il avait choisie, s'il maintient son orientation. S'il veut changer d'orientation, il peut aussi
mais c'est un peu l'objectif de ces classes-là. C'est-à-dire que si c'est dans l'établissement où il est en prépa seconde, c'est le chef d'établissement qui décide. Et si par contre il veut aller dans un autre établissement par rapport à la formation qu'il souhaite, il passe par le processus d'affectation habituel à Fenlet. Donc on voit que ça va venir encore plus complexifier le processus d'affectation post-troisième. On aura les sortants de troisième, ceux qui auront leur place d'office dans la seconde pro qu'ils n'ont pas pu conserver l'année d'avant, ceux qui dans l'établissement vont être validés par chez l'établissement pour rester et donc prendre une place, mais ceux qui vont aussi revenir dans la processus à Fenlet. Enfin, ça va créer quelque chose de complètement impossible, mais les élèves auront aussi la possibilité d'aller où? D'aller dans l'apprentissage. Donc voilà, pour inciter... la boucle est bouclée et on y retourne. Donc on voit bien que l'objectif, c'est pas de faire du DNB, un propédeutique à l'accès au lycée, c'est bien d'orienter. Je dis bien orienter, c'est pas l'élève qui s'oriente et qui fait un choix, c'est l'institution, le système qui l'oriente. Et là, en ce sens, ça rejoint la réforme des lycées pro avec la réforme de la carte des formations pour préparer aux emplois du coin et donc venir faire ce bouleversement-là dont on va connaître un peu les pistes là dès le mois de juin dans les régions ou en septembre. Et ça vient donc vraiment trier nos élèves. C'est pour ça qu'on dit que la réforme du choc des savoirs, c'est du tri. Et c'est en ça qu'on va contre. Ce n'est pas anodin pour nos établissements. Le ministère estime pour la rentrée 2025 à 35 000 élèves qui seraient possiblement dans des prépas secondes en lycée pro. 35 000 élèves, c'est à peu près 3/4 de ceux qui n'ont pas le DNB. Voilà, c'est l'estimation du ministère, sans prendre en compte le fait qu'ils veulent durcir les conditions d'obtention du DNB. Donc on aura peut-être plus. Ce n'est pas anodin, ça veut dire que c'est grosso modo l'équivalent d'une classe par lycée professionnel. Ça veut dire que d'un côté, on va recréer une classe à la va-vite au mieux début juillet, si ce n'est plutôt fin août, début septembre, et aller vider en parallèle des classes de seconde pro. Donc ça vient percuter complètement l'organisation de l'établissement. Les services ne pourront pas être définis en juillet, au mieux en juillet, mais plutôt dès la rentrée. Ça veut dire aussi que pour les collègues de discipline pro, si un groupe disparaît parce que la seconde pro a été vidée de moitié, ça veut dire des heures en moins à faire. Comment on régule ça? Comment on fait ça? Enfin, je veux dire, en termes de préparation de rentrée, de préparation de progression pédagogique, on est complètement à côté de la plaque de ce qu'il faut faire pour les jeunes. Donc c'est pour ça qu'on s'oppose à cette classe. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment des moyens pour améliorer les conditions d'apprentissage des jeunes dans les classes de seconde. Et c'est là où on a besoin de mettre des moyens, y compris au collège, très fortement, éviter les classes à 28, 30, et qu'on appelle les collègues à refuser les classes pilotes dans les établissements où elles sont implantées, et à tout faire aussi pour convaincre les familles que ce n'est pas le choix de la prépa seconde à cette rentrée qui va être bénéfique pour leurs élèves, pour leurs jeunes, pour leurs enfants. Et qu'avec ce choix-là, et si on peut essayer de tuer dans l'œuf ces classes expérimentales, ces classes pilotes qui n'ont pas lieu d'être, on puisse faire échec à cet élément-là et que ce ne soit pas généralisé à la rentrée 2025 dans l'intérêt des établissements et dans l'intérêt des jeunes avant tout pour leur parcours scolaire. On va voir si on a donc des questions sur ce sujet. Stéphane de Créteil. Comment sont sélectionnés les lycées ou LP devant ouvrir les classes prépa seconde? Alors pour la rentrée 2024, ça a été une décision unilatérale de chaque DAZEN ou recteur, puisqu'il en fallait une par département. La carte est sur le site d'Eduscol d'ailleurs. Donc là, il n'y a pas eu de décision ou autre. Et ensuite, pour le régime, si ça se généralise, en fait, ce sera implanté normalement dans l'établissement du jeune, où il est affecté pour sa seconde, ou alors un établissement juste à côté, parce qu'ils regrouperont à certains endroits. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les établissements qui sont plutôt isolés, ruraux ou seuls dans leur ville, il y aura une prépa seconde, de toute façon. Et puis sinon, ce sera pour les métropoles, les très grosses villes. Tous les établissements n'auront pas, mais on va dire qu'en lycée pro, si, on connaît nos élèves. Peut-être que justement, ce sera intéressant à la rentrée d'aller interroger nos élèves et de faire un sondage pour savoir qui n'a pas le DNB et se rendre compte que de toute façon, dans nos secondes, très rapidement, on arrivera à avoir une classe de prépa seconde à minima. En sachant, j'alerte dessus, c'est que ces classes n'auront pas de moyens en plus pour dédoubler, pour faire des groupes à effectif réduit. Il y a 27 heures qui sont allouées, 20 heures cours disciplinaires et 7 heures, je développais tout à l'heure, de méthodo, de renforcement, de conseils en insertion professionnelle, de visite d'entreprise ou de stage. 7 heures, ça fait une journée d'ailleurs, une journée de stage.
derrière, il n'y a pas de moyens supplémentaires. Donc d'un côté, on va effectivement enlever des moyens à des secondes pro pour fonctionner, et de l'autre, on ne va pas tout réaffecter pour ces gens. Donc on voit bien l'économie de moyens derrière et la difficulté pour nous, enseignants, face à ces classes. Une autre question, Emmanuel de Nice, quel sera l'effectif maximum de cette classe? C'est toute la difficulté, c'est que rien n'est défini et que c'était une demande de notre part de limiter. Forcément, ce sont des élèves qui sont en difficulté sur lesquels on a besoin de prendre du temps. Surtout que ce qui est préconisé, c'est un accompagnement individuel et un parcours individuel pour ces jeunes. C'est très chronophage, donc il faut prendre le temps. Là, ce n'est pas du tout estimé. Si on prend les 35 000 élèves estimés par le ministère et il y a à peu près 2100 LP, LPO, CEP au niveau… oui, c'est ça, en termes de nombre d'établissements, on va tourner à 17-18 élèves en moyenne, mais ça reste une moyenne. Et une moyenne, ben voilà, ça veut dire qu'il y en a peut-être qui seront qu'à 10-12 et puis d'autres seront plutôt à 25, 28, 30, ce qui va encore davantage renforcer et mettre en difficulté ces jeunes en termes d'apprentissage et de poursuite. C'est aussi pour ça que c'est une classe ni faite ni à faire. Très bien. On a Sylvie. S'il y a moins d'élèves en pro, il y aura des fermetures de classes ponctuelles au profit de l'alternance? C'est le risque, fortement, ça va venir percuter l'organisation des lycées pro en termes de préparation de rentrée et derrière d'organisation des services. Mais ça va venir aussi fortement percuter effectivement les formations. Est-ce qu'elles vont rester? Si effectivement, on sait très bien ceux qui vont, le risque, mais qu'on sent venir, puis à chaque fois qu'on dit ces choses-là, en général, en SNUEP, on a raison. Enfin, on a rarement été mis en tort. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ça veut dire aussi qu'on est pertinent dans nos appréciations et dans nos analyses et dans ce qu'on peut proposer. Ceux qui vont échouer au DNB, c'est en grande partie ceux qui aussi n'auront pas eu leur premier vœu en termes d'affectation sur la seconde pro. Donc si c'est ceux qui n'ont pas eu leur premier vœu, ils seront là par défaut. Donc oui, on va chercher à vider certaines formations et le risque, surtout avec le pilotage de la carte des formations qui va être fait sur les indicateurs de remplissage avec Orion, c'est de manière complètement brute le rectorat qui dise dans cette filière-là, vous ne remplissez plus, on ferme. Mais ce n'est pas qu'on ne remplit plus, c'est juste qu'on nous enlève les élèves pour aller les mettre en prépa seconde, alors qu'on était capable, en les ayant, nous, dès la seconde, de les amener jusqu'au bac et de les faire après, derrière, réussir un parcours. Donc oui, on peut aussi, c'est que les prépa secondes peuvent venir déstabiliser complètement les lycées pro et les vider, puisque, comme je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de travailler l'orientation et notamment vers l'apprentissage. Alors, cette prépa pro va donc venir gonfler la DSG des établissements? Les enseignants de matières pro type atelier, etc. pourront-ils y enseigner? Alors, venir gonfler la DSG des établissements, on pourrait se dire oui parce que ça fait une classe en plus, mais comme je disais tout à l'heure, les élèves restent. C'est-à-dire qu'on regarde les estimations d'élèves pour la rentrée 2025, le ministère prévoit 35 000 élèves en prépa seconde. Et à côté, vous regardez les chiffres d'élèves en seconde pro, ils diminuent de 35 000. Voilà, c'est juste les vases communicants. Donc ça va venir enlever des heures de groupe, notamment je pense une classe à 24 qui avait peut-être 12 heures en atelier ou à 28 qui avait une partie des heures professionnelles, la moitié des heures qui étaient dédoublées. Et ça veut dire que ces heures-là, on les enlève s'il n'y a plus la moitié de la classe et vont être affectées sur la prépa seconde. Donc pour la rentrée 2025, en termes de DHG, ça va être neutre. On ne va pas se retrouver. Par contre, ça va être neutre au global, mais ça va venir percuter les disciplines. Parce que certes, pour répondre à la deuxième question, oui, les collègues d'enseignement pro pourront venir intervenir sur les heures, les fameuses 7 heures. Mais si vous enlevez un groupe complet à l'atelier de 8 heures, par exemple, ça ne va pas venir compenser les 7 heures. Donc derrière, on va avoir, oui, une perte pour les collègues de disciplines professionnelles. Et là, c'est un risque où on voit vraiment sur cette réforme l'objectif de venir appauvrir la partie formation pro et la partie des disciplines professionnelles. C'est eux qui vont être les premiers impactés là quand même sur cette réforme. Tout le monde, hein, mais eux de manière plus exacerbée. Et sur la prépa seconde, les conséquences pour eux, elles vont se sentir de manière beaucoup plus forte sur les collègues de discipline pro. Surtout si, comme je disais tout à l'heure, les élèves de CAP ne vont pas être concernés. Ça veut dire qu'un jeune, on va lui conseiller, tu n'es pas sûr d'avoir ton DNB, demande plutôt un CAP, va plutôt en CAP que d'aller en seconde bac pro. Donc fais un CAP plutôt qu'un bac pro. C'est-à-dire fais un CAP 2 ans et non pas un bac pro 3 ans. Ça veut dire une année de moins. Ça veut dire qu'on enlève une année de formation. Ça veut dire que finalement, on va enlever une classe à la fin dans l'établissement.
Et ce n'est pas anodin en termes de DAG et même en termes de poste. Une classe, en discipline pro, souvent c'est un enseignant professionnel, voire dans certaines disciplines deux, je pense notamment à la conduite routière, hop, on supprime. Donc oui, il y a des conséquences très fortes avec ces prépas secondes. Ça s'est un peu passé sous la trappe au début lors de l'annonce des mesures, mais en fait c'est un danger très fort pour les lycées professionnels. Vous dites qu'à la fin de la prépa seconde, les élèves peuvent aller en CAP. Comment vont fonctionner les priorités, SECPA, seconde, Ulysse, etc. Et ben, ces priorités vont être définies de manière académique, enfin, par les recteurs et par les DAZEN. Et aujourd'hui, il n'y a rien dans les textes réglementaires et dans ce qui est prévu pour les mettre en place. En sachant que là, on en est à une classe pilote pour la rentrée à venir. Nous, l'objectif, et c'est pour ça, je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est que ça ne puisse pas être généralisé à rentrée 2025. Les textes, pour l'instant, pour une généralisation, ne sont pas parus. Il y a eu une opposition, de toute façon, au Conseil supérieur de l'éducation concernant ces textes. Ils ne sont pas parus. Notre objectif, c'est qu'ils ne paraissent pas et que ça ne se mette pas en place de manière généralisée à la rentrée 2025. On risque de toute façon d'avoir un embouteillage, c'est-à-dire qu'effectivement, quelle priorité mettre? Oui, on sait que les CAP, on a quand même beaucoup de CAP, ils sont destinés avant tout aux élèves qui sortent de SECPA, qui ont ce profil-là. Et si oui, on a des élèves qui, de la prépa seconde, viennent prendre la place, où est-ce qu'on les met? Moi, je serais tenté de dire, on voit bien l'objectif d'orienter davantage vers le CAP que le bac pro quand on regarde les premières pistes en ce qui concerne la refonte des cartes des formations. Les premières remontées qu'on a de manière pas exhaustive, hein, mais les premières remontées qu'on a sur les pistes d'ouverture qui sont visées par les régions, ce serait d'aller ouvrir en CAP et d'aller plutôt fermer en bac pro. Ou d'en ouvrir très peu de bac pro, mais d'ouvrir plutôt massivement du CAP et des mentions complémentaires, formations complémentaires d'initiative locale, mais vraiment d'aller sur le CAP. Donc on voit bien qu'entre réforme LP et prépa seconde, on est sur un objectif d'aller déqualifier, d'abaisser le niveau de qualification. Et c'est ce sur quoi nous on lutte depuis le début et pourquoi on veut à la fois faire un frein à cette réforme sur la carte des formations et à agir localement et nationalement, et puis aller empêcher à cette prépa seconde de se mettre en place. On a donc Sébastien, pour la prépa seconde, quel programme est à mettre en œuvre en discipline générale? Et bien là, c'est au choix de l'établissement. C'est bien là aussi où cette classe me pose problème, c'est qu'on est vraiment sur l'autonomie en termes de contenu plus. Il est bien affiché que les 20 heures d'enseignement général doivent permettre de renforcer le cycle 4, c'est-à-dire d'atteindre en fait les attendus de la fin du cycle 4, c'est-à-dire de fin de troisième, donc refaire, voilà, mais aussi de préparer à la seconde et donc de donner des éléments pour préparer à une bonne poursuite en seconde. Très clairement, nous, tel qu'on le voit, c'est que pour le lycée pro, ils attendent à ce qu'on aille renforcer ce qui n'était pas acquis du cycle 4, avec moins d'heures, hein, je le rappelle. Mais après, ça reste au choix de l'établissement, comme les 7 heures de méthodo et de visite d'entreprise. Donc c'est là aussi où on va créer une inégalité très forte, parce qu'en fonction des établissements, on n'aura pas la même chose, mais ça veut dire aussi, nous, localement, ce qu'on va pouvoir choisir, quelle marge de manœuvre on aura en termes de liberté pédagogique. Et il y aura à agir très fortement de manière collective dans les établissements pour lutter contre ça. Christian de Nice, si les secondes pro se vident, n'est-ce pas un levier supplémentaire d'accentuer aussi la mixité scolaire-apprentie dans les établissements qui résistent encore? Ça peut être un biais, puisque l'objectif, on voit bien de la prépa seconde, c'est d'essayer de pousser vers l'apprentissage plutôt que le scolaire. Donc, comme c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, le mixage des publics, qui n'est pas pertinent, on voit bien que ça ne prend pas son public, notamment en bac pro. Il y en a, ça se développe un petit peu, mais pas autant que ce que souhaiterait notre gouvernement en termes de politique. Oui, ça peut être un élément qui pousse à aller davantage vers ce mixage des publics, ce qui ne va pas être sans conséquence pour notre organisation à nous, pour les établissements, mais aussi pour l'avenir des lycées pro et d'ailleurs pour l'avenir des jeunes, puisqu'on sait très bien que l'apprentissage est discriminant et offre beaucoup moins de poursuites d'études et de perspectives de réorientation ou de reconversion à moyen et long terme une fois qu'on est au travail. Une question de Sylvie. Les chefs d'établissement peuvent-ils faire pression pour inciter les collègues à aller enseigner en prépa seconde? Alors là, je rappelle que c'est le chef d'établissement qui décide de la répartition de services. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les ans, nous, on fait des vœux. Bien souvent, c'est comme ça que ça fonctionne, ce qu'on veut. Mais après, sur la répartition de services, ça reste notre chef de service, le chef d'établissement, qui est le décideur. Donc, il peut très bien, effectivement, imposer à un ou une collègue de dire bah oui, dans une discipline, c'est vous qui prendrez en charge cette classe. Après, je vous rappelle que vous avez votre liberté
pédagogique en termes de ce que vous voulez mettre en place. Et donc la garder. Et la meilleure réponse, on sait que ce n'est pas le cas partout, mais la meilleure réponse, c'est vraiment d'avoir une réponse collective sur ce qu'on veut mettre en place sur ces classes et pourquoi on y va. Et c'est là-dessus qu'il faut agir et c'est le levier principal. Alors Laurent, étant dans un tout petit LP en campagne, comment ouvrir une telle classe pour peut-être 2 ou 3 élèves? C'est bien là toute la difficulté et on sent bien que justement quand on a apporté nous ces questions-là au ministère, le ministère était bien en peine de nous répondre. Donc voilà, ils sont obligés de répondre à une commande politique, eux, en termes d'organisation. Mettre effectivement 27 heures que pour 2 élèves dans un lycée éloigné, ça va être compliqué. Donc, pour cette année, la rentrée 2024, c'est du volontariat. Donc là, on peut peut-être dire aux jeunes que ce n'est pas la peine qu'ils soient volontaires et qu'ils restent dans l'établissement effectivement Petite Cèpe, la réponse est trouvée. Par contre, rentrée 2025, oui, c'est la difficulté. Tel qu'il est écrit, alors on verra si le texte sort, si c'est généralisé, comment ce sera effectivement écrit, mais peut-être qu'ils prendront en compte et imposeront aux jeunes de bouger. Mais là, ça veut dire qu'on risque encore davantage de s'attaquer à la liberté des jeunes en termes de formation et de ce qu'ils veulent faire. Une question d'Aline. À quoi correspondent les 7 heures d'enseignement méthodologique et préparatoire à la poursuite du parcours? Justement, à quoi correspondent, c'est ce qu'on voudrait. Le contenu, il est très vaste, c'est au choix de l'établissement, c'est vous qui le décidez, c'est l'établissement qui le décide, ce qu'ils y mettent. La préconisation du ministère dans la note de service, c'est de dire pour les élèves qui veulent plutôt aller en seconde GT, et c'est pour ça que même dans la prépa seconde, on continue à faire du tri. On est vraiment sur une réforme du tri social des élèves. Ceux qui veulent aller en seconde GT être davantage sur du renforcement disciplinaire et méthodologique pour se préparer aux méthodes de la seconde GT. Et par contre, pour les élèves de lycée pro, ce qui est préconisé, c'est être davantage sur la construction d'orientation et cette préparation-là. Et donc pour eux, c'est visite d'entreprise, c'est stage en entreprise. Et on a vraiment cette orientation. Maintenant, si vous, localement, vous décidez en conseil d'administration sur ces 7 heures d'avoir une autre organisation et de faire, par exemple, sur ces 7 heures, 3 heures à l'atelier de mécanique, 3 heures ou 2 heures avec les collègues qui sont en cuisine et 2 heures plutôt à faire sur l'accueil ou dans la filière commerce-vente, par exemple, c'est possible. Ça reste l'autonomie de l'établissement en termes d'organisation et ça doit être discuté en conseil pédagogique et en CA. C'est pour ça qu'il est aussi important d'être en CA, d'être représenté sur des listes FSU, SNUEP FSU, pour justement pouvoir avoir cette capacité d'action et d'imposer autre chose que ce que voudra imposer chez l'établissement en termes d'organisation pédagogique. Séverine de Lyon. Puisqu'ils reconnaissent que les élèves de 3e n'ont pas tous le niveau pour aller en lycée et en lycée pro notamment, pourquoi ne pas remettre 4 ans pour un bac pro plutôt qu'ajouter une année de prépa seconde? C'est vrai. Oui, si on mettait une réelle année effectivement de 4 ans de bac pro et qu'on arrêtait aussi avec les secondes familles de métiers qui enlèvent en plus du temps et qui réduisent à moins de 3 ans ce bac pro, oui effectivement, prenons le temps. S'ils n'ont pas, on sait faire nous en lycée pro. On sait faire pour autant qu'on nous laisse le temps de le faire. Et donc pour les jeunes qui effectivement auraient besoin de 4 ans pour arriver au niveau bac pro, prenons ce temps et investissons. Ne faisons pas croire qu'on remet un bac pro en 4 ans en créant des pseudo bac plus 1 qui sont des faux bac plus 1 certificats de spécialisation qui ne sont pas une année où on va à nouveau avoir des enseignements généraux et des enseignements professionnels poussés comme on souhaite. Donc oui, c'est ce que porte le SNUEP pour les élèves qui ont besoin qu'on soit sur 4 ans pour accéder au bac pro. Et ce ne serait pas faire offense aux jeunes que de pousser à ça. Ils ont aussi le droit d'avoir une réelle qualification, une formation globale à un métier et qu'on prenne le temps de le faire. Alors, une question de Lorraine de Nancy. Au final, les élèves vont-ils avoir un réel enjeu s'ils stagnent en année tampon? Comment vont-ils avoir envie de travailler sérieusement s'ils patientent une année de plus avant d'entrer vraiment au lycée? C'est bien toute la question et c'est ce qu'on met nous sur le tapis justement par rapport au ministère. Alors le ministère répond que non, ils ont confiance dans les enseignants pour les remotiver. On a beau être compétent, comme diraient certains, et avoir tous les éléments et plein de ficelles à notre métier pour un peu qu'on ait une formation digne de ce nom. Oui, le risque est fort quand même, et c'est ce qu'on dit nous, c'est ce qu'on décrypte avec le SNES et FSU et le SNEP FSU, c'est que ça risque de créer très fortement du décrochage ou même des réorientations dans le mauvais sens du terme. Alors, j'en ai encore une autre. Encore une question?
Avec le manque de profs de lettres ou de maths, comment les cours vont-ils être faits? Pourra-t-on nous réaffecter dans une autre matière? Alors, oui, on va avoir cette difficulté. On manque de professeurs de lettres histoire et de mathématiques, maths sciences. D'autant plus encore cette année, on voit que les résultats d'admissibilité au CAPLP maths sciences sont toujours aussi mauvais. Malheureusement, on va manquer d'enseignants de maths à la rentrée. Donc, très bonne question. Comment faire? On va à nouveau aller chercher à recruter par de la précarité des contractuels, alors que ce qu'il faudrait, c'est au contraire chercher à titulariser et à former des enseignants, et on prend tout le contraire aujourd'hui. On voit bien la réforme de la formation initiale et du concours qui est menée ne va pas dans ce sens-là. Après, je rappelle, non, vous êtes dans votre discipline. Si vous devez aller enseigner dans une autre discipline, vous devez être d'accord, vous devez être volontaire. On ne peut pas aller vous l'imposer. Là-dessus, il faut, je pense, rester et être ferme quand on ne le veut pas. Voilà, il faut être formé, il faut prendre le temps. Donc non, il n'y a pas d'obligation. Ça reste sur la base du volontariat avec l'accord des inspecteurs. Maintenant, soyons clairs, on manque d'enseignants dans toutes les disciplines. Donc de toute façon, aller dire que vous demandez d'aller faire dans une autre discipline, c'est que vous allez aller déshabiller la vôtre. Donc non, restons sur nos disciplines et travaillons plutôt à renforcer l'attractivité du métier en termes de conditions de travail et en termes de salaire pour qu'on puisse avoir suffisamment de professeurs titulaires. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on porte au niveau du ministère et le ministère n'est pas prêt à faire cet effort. Très bien, bon, on arrive à la fin. Ah, Séverine, je vois qu'il y a encore une question. La dernière. Alors, Annie de Créteil. Et pourquoi ne pas plutôt donner des moyens supplémentaires en seconde avec plus d'heures de dédoublement, par exemple? Ah bah tout à fait, nous c'est effectivement ce qu'on demande. Merci Annie pour cette pertinente question. C'est notre revendication effectivement sur l'année de la seconde par exemple que toutes les heures soient dédoublées. Nous c'est ce qu'on porte. Et de renforcer en plus les heures, de remettre des heures aux élèves, ce qu'ils ont perdu avec Blanquer, ce qu'ils vont perdre là, avoir 34 heures par semaine en renforçant toutes les disciplines professionnelles et générales et de permettre de dédoubler toutes les heures pour avoir justement le temps avec les élèves de les remettre, de les raccrocher. Le lycée pro permet ça quand même pour beaucoup de jeunes. Donc donnons les moyens au lycée pro de réussir. Or aujourd'hui, on est face à une réforme du lycée professionnel et face à une réforme du choc des savoirs qui est plutôt à venir nous entraver dans ce qu'on sait faire. C'est pour ça qu'on est mobilisé et que après les mobilisations de décembre, de janvier, février, on sera à nouveau le 25 mai dans les manifestations avec les représentants et les parents d'élèves et les associations disciplinaires pour refuser ce choc des savoirs. Donc manifestation ce samedi 25 mai. Et puis en attendant, on va terminer notre webinaire. Axel, est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose pour conclure? Pour conclure, je dirais ne restez pas seul face à vos questions, vos interrogations. On a des militantes et des militants SNUEP qui sont présents ou dans les établissements, dans les académies. Contactez-nous. On peut aussi se déplacer pour venir informer. On est présent sur le terrain et on reste offensif et engagé pour les jeunes de lycée pro et les collègues. Très bien. Et je dirais même plus, adhérer. Adhérer, effectivement. Rejoignez-nous. Voilà. Écoutez, c'était donc le webinaire du STEM FSU qui se termine et on vous dit plutôt à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.